J'fly en business class, écoute, je veux pas de négro dans la soute. Au bled, on s'achète des 4x4 au lieu de réparer les routes. Je suis bizarre, je suis pas vraiment triste. Je laisse le rap, je suis pas dans mon trip. Triste époque, j'ai pas de doctrine. Même Louane vient de parler de drill. Mon fils en cover, en cola, puissant comme pub Coca-Cola. J'ai des instrus à la Zola. L'écriture de Émile Zola. Slumdog millionnaire Mumbai. Ghetto de France, je dis goodbye. Jour de l'an à Abidjan et je laisse tous les ploucs à Dubaï. Tu parleras moins si mon crew de choc. Vous sucez pour un bout de shit. J'ai vu que t'avais des good shots. T'es sapé tout en Gucci derme. Y'a que Philo qui me prête des mains fortes. Quand De Burtel disait que je vais pas percer car je suis solar en moins fort. Dino, je suis loin de ma famille, ce soir j'ai pas sommeil. Je vais tourner dans la ville, finir en studio comme d'hab. Même quand je pleure, je préfère dire qu'il n'y a pas de problème. Faire des thunes, aller me poser sur Neptune comme d'hab. T'étais seulement l'amour quand j'étais dans la mer. Le jour de ma percée, ils seront nombreux comme d'hab. Même quand je pleure, je préfère dire qu'il n'y a pas de problème. Faire des thunes, aller me poser sur Neptune comme d'hab. Allez, bienvenue sur Wanted Radio. On va commencer la saison le 17-19. Info, actu, débat, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Et on commence avec une petite chronique Flash Info. Bonjour à tous. Le gouvernement a présenté ce matin au Conseil des ministres son projet de budget pour 2022, le dernier du quinquennat. Le Haut Conseil des finances publiques a dénoncé un projet incomplet qui l'empêche de rendre un avis pleinement éclairé. Un peu avant, le Conseil de défense sanitaire s'est déroulé lui aussi à l'Élysée. Il a notamment été question de l'adaptation du pass sanitaire face à l'amélioration de la situation épidémique dans le pays. Le ministre de la Santé a de son côté annoncé un nouveau plan de financement des soins palliatifs doté de 170 millions d'euros. Ce plan vise à doter chaque département d'unités de soins palliatifs. La conférence des présidents du Sénat auditionnera dans les jours à venir le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, après la rupture par l'Australie du contrat de fourniture de sous-marins français. Florence Parly, la ministre des Armées, sera elle aussi entendue par les sénateurs dans les prochains jours, tout comme Pierre-Éric Pommelet, le président directeur général de Naval Group. Nouveau règlement de compte à Marseille hier soir. Une fusillade a fait un mort et 2 blessés dans le 14e arrondissement. Au moins 2 hommes ont ouvert le feu sur un groupe d'individus. Comme à chaque fois, une enquête est ouverte et la piste du règlement de compte autour du trafic de drogue dans la cité phocéenne est privilégiée par les enquêteurs. La flambée des prix du gaz et de l'électricité au cœur d'une réunion entre les ministres de l'énergie de l'Union européenne ce mercredi. Certains gouvernements préparent des mesures pour limiter l'impact sur les consommateurs. Une bonne nouvelle pour l'emploi, LVMH prévoit 25 000 recrutements pour les moins de 30 ans d'ici fin 2022, dont près de 5 000 en contrat de stage ou d'apprentissage et 2 500 en CDI en France. Et puis sport et football avec le coup d'envoi ce soir de la 7e journée de Ligue 1. À 19h, Rennes reçoit Clermont, Montpellier reçoit Bordeaux, Nantes, Brest, Lille, Reims et enfin Monaco, Saint-Etienne. Puis à partir de 21h, le PSG est en déplacement à Metz, Angers reçoit Marseille, Lens affronte Strasbourg, Lyon est opposé à Troyes et Nice est attendu à Lorient. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Bonjour Alban. Eh bien salut Scooby, comment vas-tu ? Bah ça va depuis le temps, ça fait du bien de reprendre le studio quand même. Ouais, le studio de la radio ça manque énormément à chaque fois et on a hâte de pouvoir bavarder puisque ça va être un peu comme ça aujourd'hui, on va un peu bavarder sur un peu tout ce qui se passe au niveau politico-social et avec Carmen on parlera aussi durant l'émission de Culture Flamenco et aussi des cours que auxquels on peut assister une fois par mois du côté de la Victoire sur la rue que je connais en plus que je vais Candale. Rue Candale, voilà, tout à fait. Et on va démarrer cette émission avec ce qui se passe un petit peu du côté de Bègle avec Sandra que je salue. Bienvenue à toi Sandra.
Bonjour. Bienvenue à toi Gwen. Bonjour. Et bienvenue à toi Carmen aussi. Bonjour. Et du coup avec Gwen et Sandra on va parler de Bègle. Pourquoi on va parler de Bègle? Parce qu'aujourd'hui est menacé en fait le parc de Mussonville par une route qui doit traverser le parc pour désengorger la route de Toulouse. Gwen, c'est bien ça? Oui, alors c'est une proposition du maire de Villeneuve-d'Ornon qui souhaite faire une route dans Mussonville et qui le met dans la concertation de la route de Toulouse qui est en cours. Il y a eu plusieurs réunions publiques, une à Talence, une à Bordeaux, une à Bègle et une à Villeneuve-d'Ornon puisque ça concerne plusieurs communes. Et Sandra, on connaît le parc Mussonville, c'est quand même un gros poumon de la métropole bordelaise qui est du côté de Bègle. Ce parc est déjà en train de se faire dévorer par les constructions de béton sur une partie du parc. On va peut-être quand même penser à freiner ces projets immobiliers et destructeurs de nature. Oui, là où on est un peu étonné, enfin à moitié, c'est que ce soit le maire de Villeneuve-d'Ornon qui pense une nouvelle fois attaquer une zone humide, hein, parce que c'est une zone humide, Mussonville, et c'est à côté de l'Esteille aussi, donc il y a des espèces protégées. Comme c'était le cas de la plantation. Alors ça nous fait un petit rappel quand même, c'est que, si vous vous rappelez bien, il y a 5 ans nous avions une ZAD sur la plantation qui se trouve en bordure de Garonne à Villeneuve-d'Ornon, et c'est le maire de Villeneuve-d'Ornon qui a couvert la famille Muliez au champ, qui a détruit cette zone humide de 167 hectares à l'époque, alors qu'il y avait une grosse lutte, hein, vraiment on avait une grosse résistance dessus, pour faire un golf. Voilà. Alors au départ c'était juste un golf vert soi-disant écolo, là on voit pas trop comment on va arracher à la main les petites herbes dans un golf, on comprend pas trop, donc écolo vous voyez à quel point, et finalement ils ont fait des constructions sur une zone inondable. Voilà. Donc voilà, ça s'est déjà passé il y a 5 ans cette histoire. Il a détruit, c'était un lieu luxuriant, je me rappelle qu'on y était, on s'était retrouvés sur une journée de porte ouverte entre guillemets que nous avions faite un dimanche, et ça s'est soldé par le maire de Villeneuve qui a couvert des choses abominables. Ils ont réussi à faire sauter une zone Natura 2000 qui était une protection de l'Europe à l'époque. Voilà, et ça a fini, ils nous ont fait sortir du lieu pour plus qu'on y aille en mettant des barbelés coupants. Ce sont des barbelés qui sont autorisés en temps de guerre uniquement. Voilà, ils se sont tout permis, et donc on a été obligé d'arrêter, et ils ont tout écrasé, ils ont tout détruit. Et là on a de nouveau le même maire de Villeneuve-d'Ornon, Patrick Pujol, qui n'a aucun état d'âme, on voit, avec la nature. Je sais pas ce qu'il a, il a dû tomber contre un arbre un jour quand il était petit, je sais pas. Et en fait là, juste pour désengorger une route où il y a aucune preuve, en fait, c'est le maire de Bègle qui a bien affirmé pendant la réunion de concertation qu'il y avait aucune preuve qu'en faisant, en fait c'est pour doubler une rue en fait. C'est-à-dire, si vous voyez en gros, il y a le lycée Vaclav-Havel, ouais. Il voudrait faire passer une double voie devant ce lycée et doubler, en fait, faire une autre voie à l'intérieur de Mussonville sur le côté, donc c'est pas passé au milieu, gamin, mais enfin quand même faut pas le laisser attaquer même un petit peu. Donc lui il attaque la nature dès qu'il peut, en fait. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et sur un sentier qui est magnifique, il y a un petit pont, enfin il y a vraiment c'est magnifique, hein, là où il veut faire passer cette route, et il y a aucune preuve que ça désengorgera, en fait, parce que ça s'engorge avant aussi, si j'ai bien compris. Oui, ça s'engorge au niveau de Chambéry, au niveau de Sarcignan, donc c'est bouché dès lors, donc ça ne changera absolument rien. Mais à noter quand même que le jour de la réunion on était avec Sandra, c'est-à-dire qu'il y a les adjoints de Patrick Pujol qui sont partis avant parce qu'ils ont vu que tout le monde était contre le barreau, donc ils n'assument pas, et le maire de Villeneuve-d'Ornon n'est pas venu à cette réunion. Bah non, donc il a peur, quoi. Enfin, il l'assume pas, quoi. En connaissant bien le parc, enfin la route de Toulouse à ce niveau-là, donc pour vous expliquer un peu, c'est la fin de la route de Toulouse avant d'arriver sur la rocade. Ça a toujours été un coin embouteillé de toute façon dans tous les cas. C'est-à-dire que moi j'ai bossé à côté à Terre Sud, et en fait avec l'application Oise, pour éviter les embouteillages, ils faisaient détourner les gens de la rocade par Terre Sud. Donc ce qui fait qu'il y a 2 routes qui sont misérables pour rejoindre la route de Toulouse, donc forcément ça crée des embouteillages. Et pourtant ils ont mis le tram, ils ont mis des lignes de bus. Le tram ne change rien, si tu veux, parce que les 3/4 des gens ce qu'ils prennent c'est la Liane 5. Ouais. Donc c'est là où tout le monde prend le bus, quoi, pour aller à la Victoire, pour aller à Chambéry. Donc c'est là où c'est saturé vraiment. Le tram, je pense, a apporté un plus pour aller jusqu'au lycée Vaclav-Havel, mais le tram après, le faire jusqu'à Pyrénées, jusqu'à Villeneuve, ça n'a rien changé. Oui, parce que il aurait peut-être dû faire
le tramway directement sur la route de Toulouse, sur l'ensemble de la route de Toulouse, pour arriver peut-être par le cours de l'Isère pour rejoindre le centre-ville. Peut-être que ça aurait été plus pratique ou je sais pas. Mais le problème qui s'est passé, c'est qu'ils ont urbanisé sans réfléchir aux infrastructures, sans réfléchir aux services publics. Ils ont fait ça à la va-vite, quoi. Donc, ils n'ont pas réfléchi à comment se déplacent les gens. Et il y a aussi les immeubles du pont de la Maille aussi qui vont être construits à côté du tram où on ne sait pas comment les gens vont se déplacer, quoi. Ouais, c'est plus les infrastructures en fait qui ne sont pas mises en application pour accueillir autant de monde. C'est un peu comme à la Bastide avec les projets pharaoniques d'Euratlantique ou à Bègle où on ne sait pas comment les gens vont circuler. On nous bassine maintenant avec le 30 km/h en ville qui peut abîmer les voitures et le 110 sur autoroute, puisque c'est une proposition d'Hidalgo, on en reviendra en suivant. Et du coup, est-ce qu'il y a une pétition pour protéger ce parc de Mussonville ? Alors, en tout cas, il y a des actions qui se font, ça c'est très bien. Vous avez peut-être entendu parler de la Vélorussion qui va avoir lieu samedi 25, donc samedi prochain, et qui est organisée par l'association Cycle et Manivelle, qui est à Bègle. Donc, il y a un départ qui se fait à Nansouty à 14h et donc la manifestation, la Vélorussion qui est à vélo donc arrivera à Mussonville vers 15h je pense. Et là j'ai pas eu l'info mais je pense qu'on va la trouver facilement. Je pense que c'est au niveau de l'arrêt lycée Vaclav-Havel qui vont se retrouver parce que c'est là où se trouve le sentier en fait. Je pense. Ça va faire Mussonville en fait, ils vont faire la Vélorussion au niveau de la route de Toulouse, ils vont faire Mussonville et jusqu'à Mussonville je pense, ça va être ça. Jusqu'à Mussonville mais peut-être que je sais pas, peut-être qu'ils vont se faire 2 arrêts mais enfin bon, on aura les infos d'ici là je pense. Donc il y a une autre association aussi qui s'oppose à ce projet là du maire de Villeneuve-d'Ornon qui est, alors comment ça s'appelle je voudrais faire une dédicace à l'association Terre Sud Bel Air qu'on a reçue sur une autre radio avec Alban et qui lutte contre le barreau routier, qui a très bien pris la parole à la réunion, qui a été très clair. Et puis il y a un autre endroit qui est en danger à Bègle cette fois-ci pour une ville écolo qui est tenue par Clément Puech-Roussignol. Voilà, donc c'est le Petit Bois des Orangers, donc je vous partage l'info. Donc c'est une association de quartier qui a eu connaissance de la volonté d'abattre en partie ou en totalité le bois qui est attenant au lycée Émile Combes. Donc ce petit bois, c'est un îlot de fraîcheur biorégulateur grâce à ces arbres gigantesques, et c'est vrai que quand on voit les photos et quand on y va, les arbres sont immenses et sont importants. Il est un poumon vert grâce à son feuillage généreux. Il offre protection à des dizaines d'espèces d'animaux sauvages et aux oiseaux. Il y a aussi des hérissons, il y a des chauves-souris. Il offre couvert à des pollinisateurs grâce à ses fleurs sauvages et lierres géantes. Donc ça c'est pour les abeilles, pour le miel. On sait que s'il n'y a plus d'abeilles, on n'aura plus de vie sur Terre, puisque c'est les prévisions qui sont faites. Il nous protège des inondations grâce à ses racines bien ancrées. Et effectivement, quand on a des plantations, ça permet d'avoir des problématiques moins régulières avec l'eau. Il dépollue la zone grâce à ses essences pionnières et il est un vecteur d'apaisement et de lien pour les lycéens, habitants et lycéens. C'est une réserve sauvage de biodiversité qui devient si précieuse à nos jours. On le voit autour de la métropole, il n'y a que du béton qui pousse. Il apporte bien-être et améliore la qualité de vie des environs et contribue à valoriser le quartier. Au moment où nous sommes tous conscients que la biodiversité s'effondre, il ne nous semble pas pertinent de s'engager sur un massacre de cet habitat naturel, quel que soit le projet à venir. Donc comment on peut voir un peu les choses là du coup, puisque on était avec Pujol qui est de droite, donc insensible à la nature, d'extrême droite, et là du coup à Bègle ça se reproduit aussi. Alors il y a de multiples lieux où il y a cette problématique, et moi j'ai eu vent en fait de la réunion qui s'est déroulée hier matin avec la métropole, avec 3 élus de la métropole qui étaient présents, et le GNSA était présent à cette réunion. Je sais plus exactement, c'est une association qui défend les arbres. Et alors il paraît, d'après ce qu'on m'a dit, c'est que la métropole serait ouverte à protéger les arbres sur la métropole. Donc ils auraient même un projet. Donc voilà, donc il va falloir les suivre. Je pense qu'il va falloir vraiment les suivre à la trace. Ils ont fait des propositions. Alors bon, maintenant il va falloir voir. Alors que là il y a effectivement ce que tu disais.
Où est-ce que j'ai marqué ça? Ah oui, non, c'est là. Donc le petit bois des Orangers, il y a Mussonville qui est attaqué, le Delta Vert, le petit bois de Pessac-Bougnard, la Villa Thomasson et son espace naturel, et il y a les arbres survivants de l'hôpital Bagatelle, il y a l'arboretum de Robert Piquet. Enfin, il y a des attaques sur le vivant, sur la métropole, qui sont impressionnantes, quoi. Donc je pense qu'il va falloir suivre un peu les assos qui sont sur ces projets-là, enfin qui défendent les arbres. Alors il y a ANV COP 21, Extinction Rébellion, rapprochez-vous toutes ces associations, le GNSA, notre asso, donc tu disais tout à l'heure Terre Sud Bel Air. Voilà, il y en a plein, il faut pas, voilà, il faut vraiment essayer d'aller vers ces assos, je pense. Eh bien, on va suivre ce conseil et suivre aussi avec attention à toutes ces problématiques environnementales, puisque du coup, l'humain est toujours le seul destructeur en fait de la nature. Donc, on va passer à la pause musicale et ensuite on reprendra le cours de l'actualité. On va parler du sondage qui est sorti un petit peu partout hier dans les journaux sur les futures élections présidentielles. Ok, pour le son, je propose qu'on découvre des sons qui nous ont été proposés par Carmen. Carmen, quels sons on peut écouter On peut écouter un guitariste espagnol du sud de l'Espagne, de Jerez. Là, j'ai les deux sons que tu voulais nous faire écouter pendant ton intervention tout à l'heure, et j'en ai deux autres. J'ai Algeria Baile, c'est ça? Alegria Baile. Pardon, excuse-moi, je ne sais pas parler. Tu peux mettre la Granaïna en premier. D'accord. Et après, tu peux mettre Irene Olivares. Ça marche. Allez, on écoute ça.
C'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Et oui, traditionnellement, le hip-hop, on l'a mis un peu de côté pour écouter des musiques flamenco sur la Wanted Radio. Tu es bien dans le 17-19 et on va poursuivre notre discussion de rentrée avec le premier tour présidentiel, puisqu'il y a un sondage qui est sorti hier. Donc on sait ce que c'est des sondages, ça prévoit rien de particulier, mais ça donne quand même un signe particulier quand on a une petite expertise politique et une expérience dans ce domaine-là. Et donc pour ce premier tour de la présidentielle, on aurait Emmanuel Macron à 23%, Marine Le Pen à 18%, Xavier Bertrand à 14%, Éric Zemmour à 11% et Jean-Luc Mélenchon, qui est à peu près de gauche mais pas énormément non plus, qui arrive aussi à 11% dans ce sondage. Donc ça veut dire que soit on fait un bis repetita avec l'ultra-droite libérale qui nous dirige aujourd'hui, soit on a la droite nationaliste qui arrive au pouvoir, ou alors on a Bertrand. On a vu déjà les propositions de loi qu'il a fait dans sa région du Pas-de-Calais. Il a été ministre sous Nicolas Sarkozy aussi, sous Jacques Chirac, il me semble. Il était ministre déjà, donc il a quand même un passif déjà. Et donc du coup la question c'est comment on peut trouver une alternative au milieu de ces bottes de cuir noir qui risquent de résonner sur les trottoirs d'ici peu. Enfin, trouver une alternative, moi je sais pas trop. Après les sondages, on est à 8 mois je crois de la présidentielle. Moi je pense que c'est un petit peu, il faut s'en méfier. Je pense que c'est pour, enfin on sait que les instituts de sondage, il y a la famille Sarkozy qui était derrière par exemple, vous voyez. Donc c'est, à mon avis c'est plutôt fait là actuellement pour préparer le terrain qui les arrange à eux. Et ce qui arrange Macron qui est au pouvoir actuellement, c'est de se retrouver avec Le Pen en face. Alors moi j'ai beaucoup de mal à croire qu'elle sera en seconde position, parce qu'apparemment il y aurait aussi Dupont-Aignan qui partirait à l'extrême droite. Il y a peut-être Philippot qui gravite aussi. Philippot qui va partir probablement. Donc c'est comme si ces gens-là ils partaient pas et ils nous mettent Zemmour par contre qui partirait alors qu'il n'est pas déclaré. Enfin pour moi ce sondage il me paraît pas très honnête. Je pense que c'est encore de la manipulation parce que ce que vise Macron c'est d'être en premier et d'avoir Le Pen derrière quoi. Et je pense que ce sera pas du tout le cas. Enfin moi je pense que là on va avoir de grosses surprises. S'il y en a un qui monte, alors, si les riches veulent maintenir Macron et qu'il y en a un autre qui monte en parallèle, ils vont lui sortir une peau de banane comme ils ont fait pour Fillon. Je pense qu'il va y avoir ça. Et est-ce que justement tu parles de l'éclatement de l'extrême droite, on a la même aussi forme d'éclatement à gauche, puisque le PS part tout seul, les Verts partent tout seuls, les communistes partent tout seuls, les anticapitalistes partent à 2, d'un côté Poutou, d'un côté Anas. À 3 parce qu'il y a Nathalie Arthaud qui se présente aussi. Oui, pour lutte ouvrière. Ouais. Donc ça fait en fait que par rapport à l'expérience que l'on a, ces prochaines élections c'est au moins 25 candidats en fait. Mais c'est ça, a priori il y en aura beaucoup plus que ce qu'ils ont présumé là. Enfin moi je trouve que vraiment il ressemble à rien ce sondage. Donc je pense qu'il va se passer, il va y avoir des gros remous. S'il y en a un qui monte, qui risque de gêner Macron, ils vont lui sortir une peau de banane et comme ils en ont tous, ça va pas être très compliqué, parce que je pense que les emplois fictifs et autres ou les cadeaux fictifs, crapuleux, les costumes crapuleux, je pense qu'ils font tout ce genre de choses. Donc s'il y en a un qui fait de l'ombre à Macron, après moi je pense derrière tout ça tout dépend ce qui va arranger le lobby, les milliardaires qui ils veulent faire monter. S'ils veulent remettre Macron, ils vont le couvrir quoi, ils vont descendre les autres. Il risque d'y avoir des sacrés pots de banane. Et puis comme d'habitude Mélenchon, moi je trouve que c'est à la limite l'un des moins pires, alors que je suis pas du tout Français Insoumise. On dit que ce sera un facho, moi j'entends des trucs qui sont assez ridicules quand même, parce qu'actuellement en matière d'extrême droite on est bien avec Macron quand même. Donc voilà, il n'y a pas de quoi avoir peur à mon avis de Mélenchon, il fera jamais pire que ce qu'on a actuellement. Mais est-ce que le trop-plein d'extrême droite justement, puisque c'est un peu ce que l'on est en train de vivre en ce moment, aussi avec les manifestations que l'on voit sur le pass sanitaire, où l'extrême droite très dur a pris quand même les devants sur ces manifs, on parle des identitaires, Civitas et tout ça. Est-ce que justement c'est pas devenu une sorte d'effet de mode de voir l'extrême droite en permanence s'inviter dans tous les débats maintenant qu'il va y avoir de sociaux? L'autre jour je regardais sur les commentaires, il y en a qui traitaient Le Pen de communiste quasiment. On en est loin quand même. Ouais, on est très loin, mais Macron, je pense que ça l'arrange bien d'avoir Le Pen en face, comme ça il va faire comme en 2017, se poser en barrage en
disant votez pour moi, on va faire barrage à Le Pen. Donc ça l'arrange bien. C'est pour ça qu'il a mis Darmanin ministre de l'Intérieur. C'est pour ça qu'il, du matin au soir, ses ministres vont dans les polémiques de l'extrême droite, parlent comme l'extrême droite pour se poser après en barrage. Je pense que c'est une tactique de leur part. Après, effectivement, moi je pense que c'est peut-être un peu tronqué là ce qui s'est passé sur les manifs anti-pass sanitaire depuis 3 mois, parce que la gauche et l'extrême gauche ne sont pas mobilisés du tout. Ils ne sont pas vus dans les manifs. Alors du coup que l'extrême droite ait pris le devant forcément, puisqu'il y avait que, il y avait quand même surtout eux parce qu'il n'y avait pas grand monde aussi, on peut le dire comme ça. Moi je pense que c'est à la gauche et à l'extrême gauche, au lieu de pleurer là, de se mobiliser et d'aller dans les manifs fortement et d'arrêter de dire il n'y a que l'extrême droite déjà pour commencer, avant de critiquer, de pleurer, on fait on y va quoi, on fait ce qu'il faut. Et après au niveau de l'extrême droite, effectivement là il y a 4, moi je trouve que c'est plutôt bénéfique là ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a 4 personnes qui a priori vont partir sur l'extrême droite si Zemmour part, donc ça va diviser vraiment fortement. Et là elle est inquiète, Le Pen, elle est assez inquiète parce qu'elle sera pas au second tour, et moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle, parce que si là ce qui fait peur à Macron, c'est de se retrouver face à Bertrand ou à Jadot, ou qu'il y ait des gens qui vont tenir la route face à lui. C'est ça Jadot va pas lui faire peur, je pense que Jadot et Macron compatibles. Ouais, Bertrand peut lui faire peur. Après, il faudra voir ce que font certains candidats d'extrême droite au second tour, parce que j'imagine qu'il y en a certains qui ne seront pas au second tour, et qui vont soutenir au second tour, si Le Pen est au second tour ou pas, ou je pense qu'ils soutiendront Le Pen quand même. Et comment la gauche dans son ensemble s'est éclaté comme ça en fait? Il n'y a plus de parti d'opposition, il y a Roussel au Parti communiste qui fait des photos avec Pécresse comme si c'était des grands potes. Et puis qui parle, qui a les mêmes langages, parce qu'il veut plus de policiers, il parle de sécurité pareil, mais il y a aussi le Parti socialiste qui a déjà été au pouvoir, donc les gens ne vont pas revoter pour ces partis-là alors qu'ils ont déjà trahi plusieurs fois. Le Parti socialiste ne va plus exister, moi je pense. Et puis ils sont sortis très affaiblis de l'élection d'Emmanuel Macron, où Macron a dit ni de gauche ni de droite, donc ça a clairement brouillé les pistes. Mais est-ce que la politique aujourd'hui elle n'est pas dépassée de mode en fait? Et est-ce qu'il serait pas bien de revenir à une démocratie citoyenne? Je pense qu'il faut changer tout. Il y a tout à changer dans la manière de faire de la politique. Je pense qu'il faut faire de la politique, mais différemment. Je pense que c'est aux citoyens de faire de la politique par eux-mêmes. Il ne faut rien attendre tout ce qui est professionnel de la politique. Ouais, parce qu'on le voit aujourd'hui, en fait, ça patine. Les gens font plus confiance. Il y a des abstentions qui sont à des taux records sur des élections qui n'intéressent plus les gens. On l'a vu au régional et on l'a vu au municipal. Et pour les présidentielles, on peut s'attendre aussi à un gros taux d'abstention, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, mais il y a aussi ce gros tôt d'abstention, et pourtant on va peut-être presque même partir avec quasiment 25 candidats quoi. Ah oui, je pense il va y avoir beaucoup d'abstention, parce que les gens n'y croient plus. Ils savent très bien que ça va pas changer le cours de leur vie, le vote. Ils sont dépités, les gens votaient avant. Moi je pense que les gens votaient, ils ont voté plusieurs fois, ils se sont fait avoir, ils ont dit non, on vote plus. Mais pourtant, c'est eux qui dirigent nos vies, malheureusement, avec leur pouvoir et leur... Mais ils sont minoritaires, c'est ça qu'il faut démontrer, je pense, c'est qu'ils sont élus de façon minoritaire. On l'a vu au régional, au départemental, ils sont élus avec 10% des votants, je crois, un truc comme ça. Donc c'est très très faible. Ils n'ont pas la légitimité. Oui, parce que voilà, c'est tous ces éclatements qui vont nous maintenir dans un suspense assez incroyable pendant les 8 mois qui vont précéder les élections présidentielles, puisqu'on va assister à, je pense, des combats de coq, parce que en regardant un peu de plus près, apparemment Marine Le Pen n'aurait pas les finances pour payer sa campagne. Oui, enfin, à chaque fois elle n'a pas les finances. À chaque fois elle n'a pas les finances, et à chaque fois elle n'a pas les 500 votes. À chaque fois elle se retrouve dans le champ de l'élection présidentielle. Tu sais qu'elle n'a pas remboursé les Russes encore pour l'instant. Son parti est sur la banqueroute. J'ai pas suivi moi. Les articles de Mediapart sont. Ils vont devoir son parti est sur la banqueroute. Ils vont devoir vendre le château à Saint-Cloud de Papa Le Pen pour rembourser tout ça. Et il y a aussi Mélenchon qui pour l'instant n'a pas ses 500 signatures. Je pense qu'il les aura parce qu'il a une base d'élus. Il les a eu tranquillement, je crois, en 2017. Je pense. Je pense qu'il les aura, mais. J'espère qu'Anas Kazib par contre les aura, parce que je pense qu'il peut incarner un renouveau aussi au niveau de quelqu'un qui vient du monde ouvrier, syndicaliste, qui connaît les choses là, parce qu'on a des personnes qui se présentent, ils connaissent pas le quotidien des gens, alors que lui il est au terrain, sur le terrain.
tous les jours il travaille, il est syndicaliste, il connaît les problématiques des gens. On va passer à la prochaine pause musicale qui sera flamenco, je suppose. Allez, on y va alors. l'actu, tous les débats. C'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Et oui, on est bien dans le 17-19 sur la Wanted Radio. Très flamenco aujourd'hui. Ouais, très flamenco, ça apporte du soleil un petit peu en ce mois de septembre. Là, on va pas tarder à arriver au printemps. On a besoin, à l'automne, pardon. On a besoin d'avoir un peu de soleil vu qu'il avait disparu au mois d'août. Et la démocratie aussi s'assombrit petit à petit dans notre environnement politique où chacun joue à un jeu négligent du rôle d'acteur de celui qui aura la meilleure proposition, la meilleure photo à mettre en avant. On a vu le débat entre Jean Messina et Booba. Il y a eu quelques extraits où on avait l'impression que c'était
une sorte de parodie en fait politique. On a donc le débat Jade Rousseau qui aura lieu, je crois, demain. Non, tout à l'heure à 20h45 sur les chaînes d'information. On aura un duel entre Zemmour et Mélenchon demain. Zemmour et Mélenchon qui pendant un temps buvaient le café ensemble et maintenant se détestent, ils sont plus du tout copains. On a vraiment l'impression il y aura aussi un autre débat entre Valérie Pécresse et Darmanin sur une autre chaîne qui commence par un F, je vais pas la citer. FN News? Ah non, c'est pas ça. Non, France, je sais plus combien. France Intox. France 1-2. Ouais, donc c'est une prise d'otage du service public pour des politiciens qui en fait ne représentent plus le public d'ailleurs. Et ça va être de la surenchère. Enfin, c'est ce débat entre Valérie Pécresse et Darmanin. Ça va être celui qui dira le plus de propos racistes, celui qui va dire le plus de propos sécuritaires. Enfin, ça va être ça, quoi. Est-ce que la montée verte que l'on a vue dans les métropoles, sur Bordeaux, on a vu ça à Lyon, est-ce qu'elle peut peut-être couvrir en fait cette montée nationaliste? Moi je suis pas sûr, puisqu'il y a tout le temps des débats que ce soit sur les chaînes d'infos qui sont orientés vers l'extrême droite, donc ça rentre dans la tête des gens malheureusement, parce qu'il y a plein de gens qui regardent les chaînes d'infos, donc après ça rentre dans la tête des gens, les gens ne vérifient même plus si ce qui est dit dans ces débats là est vrai. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, donc je pense que Europe Écologie Les Verts, je suis pas sûr qu'ils fassent un gros score. Je pense que c'était passager. Après, je sais pas ce qu'en pense Sandra, ce que t'en penses. En fait, je pense effectivement c'est pas gagné qu'on ait la même chose sur la présidentielle, parce que c'est à part, il me semble, hein, c'est ce qu'on dit en général, c'est que c'est vraiment très lié à la personne, la présidentielle. Ouais. C'est vraiment très lié à ça. Et du coup, là, au niveau personne, sur les écolos, apparemment, parce qu'il n'y a pas grand monde qui tient la route, apparemment. Hein. Donc ça va être compliqué, je pense, que les écolos soient face à Macron. Enfin, après, c'est même pas sûr que Macron soit au deuxième tour. Hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas partir de ça. Parce qu'avec 25 candidats, Macron, il n'est pas sûr du tout d'arriver au deuxième tour. Je pense qu'il aura les voix de droite, vu qu'il a mené une politique très à droite. Je pense qu'il a convaincu cet électorat-là de voter pour lui. Il a mené des réformes très à droite, donc je pense qu'il peut avoir cet électorat-là. Ouais, sauf que la droite... Il est orienté très à droite maintenant, donc... il nous fait de l'extrême droite, ça, on est d'accord. Oui, l'extrême droite, oui. Sauf que la droite est en train de remonter, parce qu'apparemment la droite n'est pas contente de lui aussi. Donc la droite est en train de remonter en même temps. Donc la droite le traite de gauchiste. Ouais, donc il l'aime pas en fait, parce qu'il était avec Hollande. Donc il y a un truc qui est pas. Mais Hollande a mené une politique très à droite aussi, donc oui, mais pour la droite, comme ils sont bêtes, pour eux c'était la gauche. Pour eux c'était la gauche. Ils mènent les mêmes politiques, mais ils se tirent dans les pattes. C'est ça qui est. Et parce qu'ils veulent le pouvoir. Enfin, c'est oui, c'est vrai aussi. On est quand même dans un cycle permanent de non-renouvellement de la vie politique, puisque Mélenchon, ça fait plus de 30 ans qu'il en fait. Xavier Bertrand, ça fait un moment qu'il est là. Macron, il n'a jamais été élu avant. Macron, il n'avait jamais été élu avant d'être président. C'est quand même une grande première. Il était ministre de l'économie sous Hollande, mais ça, c'était pas longtemps. C'est vrai. Il n'était pas élu, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrivait comme ça en mode j'arrive, je rentre dans le tas de tout le monde. Et puis sa technique, c'est d'arriver avec l'histoire du ni de gauche ni de droite, à la différence de Sarkozy, où par exemple Sarkozy, on savait la politique qu'il allait mener, quoi. Tu vois, tu sais qu'il est très à droite dure, quoi. Tu vois. Alors que Macron a avancé caché. Ça a été ça sa technique, je pense. En fait, tout le monde a vu qu'il était bien de droite, vote de droite dure, voire d'extrême droite. Du coup, ça se voit maintenant, c'est clair. Oui. Là, il pourra plus jouer là-dessus. Et comme la droite a repris un peu du poil de la bête, moi, je suis pas certaine qu'il soit là au second tour. Et c'est ça qui l'inquiète. C'est pour ça qu'il fait monter l'extrême droite. Et on voit que depuis 1 an et demi, c'est de la propagande en fait sur ce coronavirus. La loi sécurité globale, la loi séparatisme. Voilà. Et dès qu'il a peur, en fait, dès que le virus a reculé, je sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé, c'était fin octobre. Ils ont eu l'impression que le virus reculait. Là, ils ont ressorti la loi sécuritaire quand il y a eu l'attentat sur le pauvre prof là qui est mort, qui s'est fait couper la tête. Oui, ça a été des. Ils ont essayé ils ont sauté là-dessus. Ils ont eu l'impression que le virus était terminé. Ils ont sauté là-dessus. Ils ont repassé une loi sécuritaire. Et au mois de novembre, quand c'est remonté au niveau du virus, ils ont remis le virus pour calmer tout le monde, quoi. Donc en fait, ils sont pas sûrs d'eux. Moi, je pense que Macron, il est pas sûr du tout d'être au second tour. Et c'est pour ça qu'il va mordre sur l'extrême droite. Je pense qu'il fera une campagne très à droite. Je pense qu'il va aller vers l'extrême droite. Je pense. Il est déjà. De toute façon, il est déjà avec Darmanin qui est d'extrême droite, qui est contre le mariage pour tous, par exemple, qui est homophobe. Ils sont plein d'homophobes dans ce truc. Voilà. Donc oui. Ouais,
c'est un danger. Et puis avec cette histoire de passe sanitaire, là, on est vraiment c'est extrêmement grave. Retombé dans une période un peu sombre quand même de notre société, avec une obligation vaccinale. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, de tous ces événements qui ont eu lieu pendant cet été? Mais moi, je trouve ça hallucinant, cette histoire de passe vaccinal. Pardon, je sais pas, tu voulais dire. Non, vas-y, je t'en prie. C'est hallucinant qu'il y ait une privation de liberté parce que certaines personnes ne veulent pas se faire vacciner. C'est hallucinant. On en est arrivé à. Pour moi, c'est une dictature. Hein. C'est plus du tout une démocratie. De toute façon, ça l'a jamais été, hein, en même temps. Mais là, c'est quand même hallucinant qu'on en arrive là. Surtout qu'il n'y a aucune. Au moment où Macron va sauter sur le vaccin, là, donc le 12 juillet, ça faisait quand même 2 mois qu'Israël, l'un des pays les plus vaccinés au monde, hein, 80% de vaccinés chez eux, reconfiné, disait que le vaccin ne fonctionnait pas. L'Angleterre était en grosse difficulté, idem, c'est l'un des pays les plus vaccinés au monde, et l'Islande pareil. Donc en fait, apparemment, ils savaient pertinemment que la vaccination n'était pas efficace. Et là, ils rentrent là-dedans. Pour moi, c'est encore une histoire politique, c'est une histoire sécuritaire. C'est une histoire pour montrer aux gens, vous avez intérêt à vous plier, sinon ça va mal finir pour vous. Sinon, c'est la matraque. Sinon c'est la matraque. Sinon, on arrive, on vous met la matraque et ça va mal finir. Pour moi, c'est pas sanitaire, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. C'est pas une histoire sanitaire. Sinon, je sais pas si vous avez vu. Et après, Scooby, si tu voudras rajouter un mot, je te laisserai la parole. Mais je sais pas si vous avez vu là les bandeaux là qui sont diffusés sur les chaînes d'infos publiques. Ils annoncent le 4 octobre comme quoi les élèves de maternelle pourront enlever le masque pour assister au cours. Donc c'est qu'ils sont déjà sur une phase descendante du virus, comme quoi il n'existe plus. On peut passer presque à autre chose. Non, c'est l'école primaire en fait. L'école primaire. Ouais. Mais en fait, là, oui, ce matin, ils ont eu une grande réunion, un conseil contre la guerre, la grosse guerre avec le virus, là, soi-disant. Et en fait, le pass, ils le maintiennent. Ils veulent même faire passer une loi pour avoir le droit de le maintenir après le 15 novembre. Le 15-17 octobre, je crois. 15 novembre. Et en fait, ils enlèvent juste les masques sur les écoles primaires. Et pour les régions où ils sont passés en dessous de 50 pour 1000 ou 10 000. Enfin, c'est incroyable. En fait, ils nous maintiennent dans la peur. Dans la peur. Voilà. En fait, c'est ça. C'est la politique de Macron et je pense qu'il va la maintenir jusqu'au mois d'avril. Ouais, jusqu'aux élections. Et toi, Scooby, qu'est-ce que tu en penses de ce pass sanitaire? Est-ce que vous avez 2 heures là? Non. Moi, c'est. Enfin, je vous avoue que quand il a fait son discours le 11 juillet, c'était mon 3e jour de vacances. Non, j'ai passé de très mauvaises vacances, me demandant ce que j'allais faire après, sachant qu'en plus de ça, je travaille dans un EHPAD, donc c'est compliqué. Malheureusement, en regardant tout ce qui était possible pour éviter le vaccin, malheureusement, j'ai dû le faire parce que sinon, soit j'étais licencié pour faute grave, donc pas de chômage, ou soit me retrouver en stand-by d'emploi, donc toujours salarié d'entreprise mais non rémunéré. Donc en fait, ils disent que le vaccin n'est pas obligatoire, mais il est quand même obligatoire par la contrainte. Attends, t'as une profession par contre qui est dispensée. C'est les policiers. Voilà, les policiers n'ont pas l'obligation vaccinale. Et c'est eux qui contrôlent le pass sanitaire. Donc, il y a un truc là où ils ont quand même tout prévu pour maintenir quand même la population sous peur et sous pression, enfin sous contrôle en fait. Il y a des différents domaines de métiers qui, pour ne pas bloquer le pays, n'ont pas le pass sanitaire obligatoire, comme les restaurants d'autoroute. Ah bon? Pour les routiers. Pour les routiers, le pass sanitaire n'est pas obligatoire parce qu'ils savaient très bien que sinon ils allaient bloquer les routes et c'était pas possible. Donc, enfin, tout est calculé. Pas, tu m'apprends un truc. Voilà. Ouais, les routiers, ils avaient un passe droit. Voilà. Donc, et qui c'est qui se retrouve? Alors, dans les EHPAD, nous, on a perdu des salariés qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Les hôpitaux, il y en a plein qui ne sont pas fait vacciner, qui se retrouvent à fermer des services parce qu'il n'y a plus de personnel pour assurer ces services-là. Donc on restreint encore l'hôpital pour faire des économies. D'ailleurs, à ce propos, il y a aussi les hôpitaux qui ont embauché des vigiles aussi. Il y a eu certains hôpitaux qui ont embauché des vigiles alors qu'il manque de soignants depuis très très longtemps, quoi. J'ai quitté, je vais rajouter mon expérience personnelle. J'ai quitté mon taf fin août. J'ai balancé des CV à droite à gauche en me disant bon, ça va faire comme d'habitude, ça va prendre un certain temps pour trouver du travail.
Et j'ai des appels quasiment tous les jours pour des missions à la semaine. Donc là, pour l'instant, je suis pris. Mais c'est comme si on était vraiment dans un mode, dans un cycle de l'emploi tendu. Alors c'est de l'emploi précaire puisque c'est de l'intérim. Hein. C'est une semaine, c'est 2 semaines, c'est 3 jours, c'est 4 jours. On ne sait pas trop. Ça dépend selon l'envie du patron ou de l'agence d'intérim. Et suivant si l'agence d'intérim est de qualité ou pas. Pour l'instant, celle à laquelle où je suis, ils ont l'air d'être intéressants par rapport à l'ancienne, ou l'ancienne, ils sont complètement à la rue. Mais effectivement, quand on va partager des CV, on a l'impression que c'est la foire à l'emploi en fait. Là, j'ai encore vu une annonce passer tout à l'heure. C'est pour l'usine des Grands Vins pour faire le tri des bouteilles du côté de l'Andiras. Ils recrutent 15 personnes en intérim parce qu'ils ont une surcharge. Après, il faut y arriver à travailler là-bas comme au CAF de l'Andiras. C'est quand même des conditions de travail qui sont difficiles et particulières et avec une ambiance quand même très 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 lourde et très pesante, parce que quand on entend les témoignages, il y en a pour qui tout se passe bien, mais il y en a d'autres où c'est vraiment catastrophique. Mais le statut d'intérimaire, moi je le découvre. J'ai jamais fait d'intérim de ma vie, j'ai toujours fait des CDD, des CDI, etc. Et je vois à quel point l'humain peut être pris pour juste un pion. Tu vas là-bas. Oui. Même dans les métiers, où l'humain doit passer en premier. Je vois, là, je parle de ce domaine-là parce que je travaille dedans depuis 1 an et demi. Moi, je suis sur la fin de mon contrat parce que c'était un CDD, mais je vois, un contrat, c'est un CAE là, c'est des contrats de merde. C'est entre le CDD, c'est même pas un CDD, je vais pas faire. C'est le contrat d'accès à l'emploi, c'est ça? Oui. C'est le contrat aidé, c'est ça? Oui, bon. Il faut voir les conditions aussi de ces contrats-là, c'est très spécial. Je referai pas ces contrats-là. Bref, pour revenir à ces métiers-là, comme les métiers dans les EHPAD, etc., dans les centres médico-sociaux, etc., où logiquement, normalement, l'humain doit être présent. Non, aujourd'hui, c'est comme des jetons qu'on a placés dans une pièce et qu'on doit essayer de combler les couloirs avec ça. C'est dommage. C'est surtout pour les résidents, les patients, etc. C'est catastrophique. Et du coup, Gwen ou toi, pour le travail, on a été obligé de se faire vacciner. Ah oui, obligatoire. Moi, je sais que si je ne me suis pas fait vacciner, je perdais à la fois effectivement le boulot, mais moi j'avais pris cette option-là. J'ai dit c'est pas grave, je me ferai licencier. Mais en fait, ils ont même prévu les cas de licenciement, c'est-à-dire que ils savent très bien que les entreprises vont pas pouvoir faire de départ à l'amiable parce que ça va coûter trop cher. Donc ils vont licencier pour faute grave, et pour faute grave, le chômage derrière, tu l'as pas. Donc soit tu te fais baiser, ou alors tu te fais baiser. Dans les deux cas, voilà. Ouais, dans tous les cas, tu te fais avoir et tu te retrouves avec la corde autour du cou. Ouais. Ils se disent, ils vont te dire le vaccin n'est pas obligatoire. Ouais, c'est ça. Oui, en fait, c'est une obligation qui ne dit pas son nom et qui n'est pas affirmée. Il le disait pas clairement, Macron, tu vois, que c'était une obligation, mais c'est une obligation vaccinale puisque tu peux pas accéder à certains endroits. Aujourd'hui, tu n'es pas vacciné, tu ne peux aller nulle part quasiment. Ouais. C'est ça. Si, tu peux aller au commissariat là, par contre, t'as pas de. Ouais, là-bas tu peux, t'as le droit. On va aller prendre des cafés. Il n'y a pas de test PCR pour entrer. D'ailleurs, aussi là où ça pose question, c'est que pour les consultations aux urgences, ils demandent le pass sanitaire. Ouais. Tu vois, ça pose question. Aux urgences pas aux urgences, à l'hôpital. Pour la réanimation ou quoi, ils demandent pas, mais pour les consultations, ils demandent. Donc ça pose question aussi au niveau de l'accès aux soins, l'accès aux spécialistes. Voilà. Et oui, il y a quelques temps, on applaudissait les soignants parce que ils avaient fait des efforts importants pour soigner les personnes qui avaient contracté le virus, et puis maintenant on les vire. Maintenant ils sont traînés dans la boue. C'est un peu la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on applaudit et puis on oublie et ensuite on jette à la poubelle. On va passer à la prochaine pause musicale, toujours flamenco sur le 80. Peut-être pas. Scooby a une exclue. Même pas. Le reste c'est prévu normalement pour la chronique. C'est pour ça que je l'ai annoncé, pour qu'on y parte sur la chronique. On va parler avec Carmen, on va faire le tour maintenant. Maintenant ou on fait une pause musicale? On fait la pause musicale. D'accord. Avec quoi du coup?
Comme tu veux, c'est toi le maître de... T'es le maître de... Irene Olivares, Solea. Ouais, on peut le mettre du coup? Allez. C'est vous qui dirigez, dirigez, on y va. C'est pas moi. Actu, débat, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Et oui, t'es bien sûr le 17-19 sur la Wanted Radio et on est avec Carmen et on va voyager du côté de l'Andalousie avec la culture flamenco et on va te poser une question toute simple. C'est quoi la culture flamenco déjà? La culture flamenco, quand on est flamenco, ta vie elle tourne autour. C'est-à-dire que tu te lèves flamenco, tu déjeunes flamenco et tu te couches flamenco. C'est une passion. C'est le flamenco, ça, comment te dire, ça permet ça transmet plein d'émotions, ça tourne autour de la mort, de l'amour, de la madre, la mère, de toutes les fatigues. Fatigue, ça veut dire toutes les... Ce que vous êtes en train de parler toutes les problématiques de la vie. Des gens pauvres, en fait. Voilà. Mais en gros, c'est une passion et c'est vrai que quand on met le pied dedans, on a du mal à en sortir. Voilà. Et là, dans la culture flamenco, il y a plusieurs modes. Il y a la musique, la danse et le chant. Oui, alors en fait, il y a plusieurs palos. Los palos, c'est, comment te dire, les différents, comme si c'était des différentes chansons qui sont composées des palmas. Les palmas, c'est un compas qui accompagne justement les différentes palos, ça s'appelle. Voilà. Et ça peut être, il y a l'ensemble, c'est les pieds, avec les chaussures ou sans chaussures, la guitare et le chant qui sont indissociables. Et comment tu es venu toi au flamenco? Qu'est-ce qui t'a attiré dedans? Eh bien moi je suis espagnole, j'ai été naturalisée il y a très longtemps maintenant et j'ai passé beaucoup de temps parce que dans ma famille le flamenco c'était pas... Pourtant mes parents étaient andalous, mais moi petite je chantais un petit peu, je jouais les castagnettes. Mais j'ai complètement oublié. Quand on est venu en France, on a eu d'autres problématiques qui ont fait que ce que j'ai essayé de faire, c'est de m'intégrer au pays. Et il y a 10 ans à peu près, ça m'est tombé dessus, mais inconsciemment, comme la foudre. Et je commençais à écouter, à analyser, à m'inscrire à un cours.
Et depuis, ben voilà, j'apprends tous les jours et c'est ma passion en fait. Voilà. Et ça te permet d'avoir aussi une petite attache avec la culture espagnole qui t'est chère. Une grande attache, puisque j'y vais souvent maintenant au festival. Et moi, la musique, j'aime les musiques en général, parce que j'adore l'opéra également, mais j'écoute du flamenco du matin au soir. Et du coup, où est-ce que se situent les festivals où tu au sud de l'Espagne, à Jerez de la Frontera, c'est du côté de Cadix, au sud. De l'autre côté, il y a il y a le Maroc, pardon. Et là, il y a un festival très très important qui a lieu entre février et mars. Et des gens du monde entier viennent pour apprendre en fait. Et les plus grandes figures du flamenco sont là-bas. Du coup, avec la fin du confinement, je suppose qu'on peut assister de nouveau un peu peut-être. Cette année, ça a été l'année dernière non, ça a été annulé et cette année ça a eu lieu mais réduit et en plein air. Et là, on pense qu'au mois de février. Ça va reprendre comme par le passé, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça tourne. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu suis les cours à Bordeaux ? Alors, j'ai une prof qui vient justement de Jerez, qui s'appelle Irene Olivares, qui vient une fois par mois, un week-end par mois à Bordeaux. On a commencé le week-end dernier et le prochain, ça sera pas celui qui arrive, mais l'autre. D'accord. Et pour les débutants, c'est 11h du matin, 11h le samedi. Et voilà, pour des renseignements, c'est 17 rue de Candale, place de la Victoire à Bordeaux. Et du coup, comment elle a fait pour trouver Bordeaux pour exprimer son flamenco et l'apprendre ? C'est des gens qui voyagent beaucoup, qui travaillent presque plus en Europe que chez eux, parce que chez eux ils sont très nombreux et il n'y a pas de travail pour tout le monde. Et par contre, en Europe, il y a une demande très très forte du flamenco partout. Donc elle est arrivée, nous on la connaissait du festival et on a fait le nécessaire pour qu'elle vienne donner des cours. Et donc ça doit être une grande surprise pour toi de la voir arriver à Bordeaux ? On en avait parlé avant et oui c'est sûr, parce que sinon à Bordeaux aussi il y a d'autres écoles, mais là je trouve qu'on apprend vraiment les bases comme on doit les apprendre quand on débute. Voilà. Peut-être que les autres jouent sur la marque flamenco pour proposer des cours. Mais voilà, des fois j'entends des choses, surtout au niveau du chant. Tout ça, il faut le connaître. Voilà, mais bon, c'est des écoles qui sont pas mal aussi. Et je veux pas renier ce qu'il y a à Bordeaux. Non, t'inquiète. Mais nous, on a le top du top. Donc voilà, si ça intéresse les gens, 17 rue de Candale. Et vous verrez, vous faites un cours d'essai. Et puis, pour les débutants, ça coûte 20 €. Et on apprend vraiment. Moi, j'ai vu samedi dernier, il y avait 4 nouvelles personnes. Et franchement, elles sont parties ravies. Ouais, détendues. Oui, voilà. Aussi. C'est-à-dire que l'esprit libre. Le mental, on laisse les problèmes de côté et c'est un régal. 17 rue de Candale, c'est voilà. Ça. On va se passer un petit son flamenco pour illustrer cette discussion peut-être, et ensuite on reviendra au hip-hop sur le 17-19 de la Wanted Radio, bien sûr.
l'actu, tous les débats. C'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Et ouais, t'es bien dans le 17-19 sur la Wanted Radio du côté de Bordeaux pour continuer à parler un peu avec Carmen. On a parlé tout à l'heure du flamenco, on t'a expliqué ce que c'était un petit peu dans les lignes, mais c'est aussi un art qui est reconnu à part entière. À part entière. Oui. Et qui est proposé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, depuis 4 ou 5 ans déjà, oui. C'est comme on se disait en off, le flamenco est dansé partout à travers le monde. Oui, absolument. Il y a des élèves qui viennent au festival du monde entier, c'est-à-dire de Russie, de Thaïlande, de Malte, de partout, avec une passion d'apprendre, et surtout des personnes qui ont des écoles de danse dans ces pays-là et qui viennent se former dans le berceau du flamenco. Et comment ça se fait que, par exemple, en Russie, à un moment donné, se soit mis à écouter du flamenco? Il y a un artiste en particulier qui a fait vivre soit la musique ou la danse à travers le monde comme ça? Depuis des années, depuis que le flamenco existe, ils partaient gagner leur vie à l'étranger. Donc c'est connu, je te dis, c'est comme de l'opéra, quand tu es passionné d'opéra, mais tu vois, la culture n'a rien à voir. Tu vois, tout le monde peut danser, notamment il y a beaucoup de japonaises qui dansent très 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 bien, et en plus elles apprennent très 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 vite parce qu'elles mémorisent tous les gestes. Si tu fais comme ça avec la main, elles vont faire comme ça avec la main. Et comment ils sont venus? Mais je pense en écoutant, voilà. Et quand on rentre dedans, tout le monde n'aime pas. Attention. Par exemple, je trouve qu'en Espagne, c'est pas valorisé comme ça devrait l'être. Mais par exemple à Bordeaux, tu vas au Pengaland et qu'il y a quelqu'un qui vient, c'est pris d'assaut les places. C'est pris d'assaut. Donc voilà. Ça... Mais qu'est-ce qui fait qu'en Espagne la culture flamenco a été dénigrée? C'est parce qu'elle a été un peu reprise par la communauté gitane? Non, parce qu'au départ, je sais pas, parce que c'est pas valorisé. Je sais pas. Ils sont pas peut-être assez aidés, tu vois. Par rapport, et pourtant aussi il y a des festivals à Madrid et il y a beaucoup de monde, mais si tu veux, c'est pas, moi-même je te dis, dans ma famille ils écoutent pas du flamenco, personne, donc Mais on écoute quoi en Espagne en 2022, enfin 2021 pardon? Qu'est-ce qu'on écoute? Oui. Comme ici, du rap, de variété, tout quoi, de la musique latine, voilà. Et du flamenco, il y a une radio qui transmet non-stop, 24h/24, qui s'appelle Flamenco Radio, et là, ça passe non-stop. D'accord. Non-stop, sans pub, sans rien, du matin au soir. Un clin d'œil à Flamenco Radio, du coup. Oui, qui sont à Séville, je crois. Séville. Voilà. Qu'on peut capter par Internet, je suppose. Oui, bien moi je la prends par Internet. Voilà. Et on va rappeler donc l'adresse de la rue Candale. De Candale, numéro 17. Voilà. À 11h. Pas ce week-end qui arrive, mais l'autre. Dans 2 semaines. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone il y a un numéro de téléphone, mais moi je peux donner le mien parce que ma prof elle a un numéro espagnol. Donc il faut la joindre par WhatsApp. Moi je m'appelle Carmen Durand. Je m'appelle Carmen, mais j'ai un nom français, mais sans D à la fin, attention, et avec un accent sur le A. Et c'est le 06 21 94 68 35. Voilà. Tu sais, au niveau prénom et nom de famille, je suis pas mal aussi. Parce que Alban Cavignac, mais derrière, il y a Rodriguez Diaz Pérez. C'est que on a fait fort quand même. T'es pas un vrai français. Non, ça c'est sûr. Parce que derrière, il y a Rodriguez Pérez Diaz. Il y a les trois. Oui, là vraiment, moi c'est Duran Cabezas, mon père et ma mère. Voilà. Et surtout, merci beaucoup de m'avoir reçu et d'avoir pu vous transmettre un petit peu de cette culture. C'est avec plaisir. C'est avec un énorme plaisir. Pareillement. Et on va se faire une petite pause musicale et moi je vais te raconter par Wikipédia la fabuleuse histoire de la famille Zemmour. Attention, il y a du croustillant. C'est bien. Sur le 17-19, bien entendu. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Come on, y'all.
viens pas vous dire que ça va mal en fait. Ma vie n'est qu'un enfer, c'est juste une parenthèse. Mais j'aimerais juste avoir mes parents près de moi, c'est bête, non? Je les aime quoi, j'ai le même sang. Mais pourtant, moi je reste là, je me dis qu'en fait j'ai tout le temps, frère. J'ai le goût de sans merde, je rappe et t'écoutes sans deck. Je défoule l'enfer, au final je résonne quand le doute s'en mêle. Entre le vrai et le faux, la flemme et les fêtes de trop. Avoir le flair de fauve, ça sert, je connais des bêtes de zoo. Je raffole quand les patrons se trompent, pour toi c'est la même merde qu'hier. Certains hommes viennent au monde pour ne devenir que des serpillères. Les langues sont délayées, aux parleurs sans les médias. Des orateurs par milliers, engagés dans la guérilla. Mais laissez-moi me purger du mal qui m'abrite en fait. J'ai crié aidez-moi, victime de l'homme et de sa mise en scène. Mais je n'ai trouvé que l'écriture et des boucles rythmiques. Forger ma tessiture, tremper la mine dans une gourde de récit. La vie passe tellement vite mais je la vois pas défiler. J'appuie ma rime au speed, on sort la nuit et me donne des idées. Soit on reste là, soit on avance ensemble. Avec un bout de nos peines, avec les mauvaises cartes, on peut toujours tenter un coup de poker. La vie passe tellement vite mais je la vois pas défiler. J'appuie ma rime au speed, on sort la nuit et me donne des idées. Soit on reste là, soit on avance ensemble. Avec un bout de nos peines, avec les mauvaises cartes, on peut toujours tenter un coup de poker. Dans la vie l'homme courtise le mal tout en cherchant le bien. Mais à chaque larme essuyée il s'acharne à vomir son destin. Personne n'a les mêmes cartes en main, y a pas de jeu qui se ressemble. Évite le croupier malhonnête, il n'a que son âme à femme. Parle-moi de tous ces champs de trèfle à 4 feuilles qu'on vient y récolter la chance. Afin de voir les cœurs en transparence, j'écris mes phases pour pouvoir décrire le décor. Et je dédicace aux traîtres qui piquent mon corps. Sur un coup de poker, des couples ont réglé un malentendu. Sur un coup de nerf, des hommes ont lacéré des femmes. Sur un coup de poker, des hommes et des femmes ont tout perdu. Sur un coup d'éclair, l'orage a balayé les flammes. J'écris dans l'espoir que le monde se lève d'un sommeil léthargique. Je souhaite tant que les gosses de demain aient enfin le déclic. En air connexion, fier de parler d'équipe. Gardez vos convictions, nous on aspire à garder l'éthique. La vie passe tellement vite mais je la vois pas défiler. J'appuie ma rime au speed, on sort la nuit et me donne des idées. Soit on reste là, soit on avance ensemble. Avec un bout de nos peines, avec les mauvaises cartes, on peut toujours tenter un coup de poker. La vie passe tellement vite mais je la vois pas défiler. J'appuie ma rime au speed, on sort la nuit et me donne des idées. Soit on reste là, soit on avance ensemble. Avec un bout de nos peines, avec les mauvaises cartes, on peut toujours tenter un coup de poker. J'étais son cheap leader, celui qu'elle connaissait par cœur. On était les seuls joueurs devant ce flop de bonheur. On faisait la paire, même dans le noir on traçait sans se perdre. Quinte et flush royal, je détenais le code couleur. Ce n'est pas du bluff, j'ai su faire battre son cœur. Désormais je n'ai plus les cartes en main, c'est une partie sans lendemain. Le tapis vert annonce la fin. Le cœur brisé après un tour de table, c'est l'heure de l'abattage. Les jeux sont faits, tout est carré. Je n'ai plus de jetons, man, c'est terminé. Le croupier a parlé. C'est lamentable, amour vache, amour crado. Pas trop du kit ou double dans ma tête, c'est le chaos. Sur le carreau, la suite est bien définie. J'ai perdu mon Lego depuis la partie est finie. L'amour, un coup de poker, j'ai tout gâché. Passion meurtrière, au fond, n'a fait que m'écorcher. La vie passe tellement vite mais je la vois pas défiler. J'appuie ma rime au speed, on sort la nuit et me donne des idées. Soit on reste là, soit on avance ensemble. Avec un bout de nos peines, avec les mauvaises cartes, on peut toujours tenter un coup de poker. La vie passe tellement vite mais je la vois pas défiler. J'appuie ma rime au speed, on sort la nuit et me donne des idées. Soit on reste là, soit on avance ensemble. Avec un bout de nos peines, avec les mauvaises cartes, on peut toujours tenter un coup de poker. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Alors on va jouer un petit jeu en fait sur les personnalités politiques qui nous entourent. Et aujourd'hui j'ai envie de faire un jeu sur Éric Zemmour, puisque Éric Zemmour veut lutter absolument contre la délinquance, les voyous venus de l'islam, et il veut transformer les prénoms de toutes les personnes qui l'entourent, qui ne sont pas assez françaises. Et en fait, quand vous tapez Zemmour grand banditisme en fait sur Google, vous allez sur qui est le frère d'Éric Zemmour, vous cliquez et en fait vous avez toute une page Wikipédia qui vous annonce qui sont les frères Zemmour. Alors comme ils sont tous morts, je risque rien. Donc les frères Zemmour, surnommés les Z par le milieu, sont 5 frères d'une famille juive d'Algérie. Déjà, pour quelqu'un qui n'aime pas les pays du Maghreb et les personnes d'origine arabe, ça la fout mal. Originaire de Sétif. Donc Roland, Théodore, William, Gilbert, Edgar, ils ont tous des prénoms bien français. Leur carrière a défrayé la chronique durant les années 70. À l'origine, les frères Zemmour se destinaient au négoce de vin. L'aîné Roland s'installe à Paris en 1945, proxénète, ça commence bien. Il est tué en 1947.
2 ans de vie dans le banditisme. Les 4 autres débarquent clandestinement en 1955 et décident de venger leur frère. Le cadet Théodore prend alors ses distances avec ses 3 autres frères. William, dit Zawi, très français encore une fois, était le chef du clan. Gilbert, dit Petit Gilbert, le père d'Éric Zemmour, était organisé et dur en affaires. Quant à Edgar, il est le plus instable de la famille, aimant les femmes, l'argent et l'ambiance de voyoucratie du milieu. Les frères Zemmour se lancent dans l'escroquerie et font se prostituer quelques femmes pour le compte des frères Atlan, maîtres incontestés de la communauté pied-noir dans le 9e arrondissement. Mais peu à peu, ils se détachent de leur houlette pour se lancer indépendamment dans un trafic de femmes en partance pour les Zero Center allemands. De plus, des pieds-noirs arrivant d'Algérie, pour la plupart truands, se rangent du côté des Zemmour, valeur montante du 9e. Les clans Perret et Atlan sont eux en fin de parcours, mais leur présence gêne la progression de la fratrie. Ils décident alors d'abattre Simon Atlan et font courir le bruit que ce sont les Perret qui ont fait le coup. La contre-attaque ne se fait pas attendre et ils s'éliminent mutuellement. À la fin, les Perret, vieillissants, préfèrent déménager dans l'ouest. Les Zemmour deviennent de fait les nouveaux rois du faubourg Montmartre, y raquettant notamment ses commerçants juifs. Tu vois. Ils contrôlent le milieu parisien du proxénétisme avec les hôtels de passe, bars à prostituées et cabarets. Avec les bénéfices du proxénétisme, ils investissent dans l'immobilier à Paris dans un Zero Center à Francfort. Les Zero Center, c'est un peu les maisons closes à l'allemande, hein, j'explique pour ceux qui ne savent pas. En 1967, ils tentent une incursion dans le monde du jeu tenu alors par les Corses, en s'associant à Marcel Francisci. Ce dernier refuse. Une guerre d'intérêt se déclenche avec pour résultat 6 morts. L'idée est abandonnée. Malgré tout cela, William tend à mener une vie rangée tout en dirigeant le clan. Edgar assume complètement son image de voyou en s'y complaisant. Gilbert, quant à lui, marié et 2 enfants, est à la recherche d'honorabilité. Il investit dans des affaires légales, un restaurant et possède des intérêts dans 3 nightclubs parisiens. Puis il décide de s'expatrier au Canada et de monter une compagnie immobilière. La fortune est au rendez-vous. En 1970, Roger Bacri, dit Petit Roger, membre du clan, veut se lancer dans le trafic de drogue avec les Z. En pleine période du trafic de la French Connection, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période qui était quand même assez troublante, où l'héroïne de Marseille était l'une des héroïnes les plus vendues des États-Unis à l'époque, à New York et dans les autres villes américaines. Ces derniers refusent. Petit Roger fait sécession et monte sa propre filière, mais elle est démantelée par la police. Les Zemmour refusent de le réintégrer. Ils se tournent alors vers les truands lyonnais et leurs associations se fait appeler le gang des Siciliens. Petite mémoire aussi au niveau des gangs, le gang des Siciliens, c'était quand même à un niveau assez fort. Une guerre des gangs se déclenche entre les Zemmour et eux qui fera près de 30 morts et s'étalera jusqu'à la fin des années 70. Parallèlement, les affaires commencent à péricliter. Gilbert perd ses établissements parisiens et une partie de sa fortune au Canada. Edgar, quant à lui, perd les établissements de prostitution dont il avait la gestion. En 1975, après la mort de William, Edgar s'exile à Miami. Il monte un restaurant qui fait faillite. Il met alors le feu pour récupérer la police d'assurance. En 1981, de retour à Paris, il tente de récupérer 1 million de francs que lui devrait Marcel Francisci. Il le menace et ce dernier est abattu dans son parking. Le 15 janvier 1982, Edgar est innocenté de ce meurtre et repart pour Miami. Là, on arrive à la fin. William est finalement tué par la police lors d'une rencontre dans un bar, le Telem, avec le gang des Siciliens durant la guerre qui les opposait le 28 février 1975. Outre William, son agent, son garde du corps Joseph Elbaz est également tué. Famille Elbaz, je ne sais pas si ça vous parle, il y a aussi encore un acteur dans le cinéma français qui a le nom Elbaz. Est également tué, tandis qu'un policier a pris une balle à quelques centimètres du cœur. Les frères de William connaîtront également une fin tragique. Edgar est abattu le 8 avril 1983 par un inconnu au fusil à lunettes à une distance de 400 mètres dans sa villa de Miami. Pour te dire, 400 mètres, c'est quand même très long pour même avec un fusil à lunettes. Avec son fils Michael. Gilbert est abattu dans Paris devant son domicile de l'avenue de Ségur en promenant ses chiens le 28 juillet de la même année. Il se pourrait que ce soit Gilbert le Libanais qui ait abattu Edgar Zemmour pour le compte de Paul Mondolini lui-même, ami de Marcel Francisci. On ne s'attaque pas au milieu sicilien, bien entendu. Et donc vous pouvez retrouver ça en fait sur Google. En fait, vous tapez Éric Zemmour, famille d'Éric Zemmour, et vous tombez là-dessus. Donc voilà, il est né à Montreuil, Zemmour, en 58.
Il est issu d'une famille juive d'Algérie, hein, et se définit comme un Français d'origine berbère. Donc ça la fout mal quand même pour quelqu'un qui ne veut plus voir de Mohamed, de Mamadou en fait sur la vie voilà de son existence et de son passé, et au cas où il y aurait des doutes sur le prénom de son père. C'est bien Roger Zemmour dont on parlait précédemment sur le monde de la voyoucratie parisienne qui voilà n'était plus aujourd'hui en état n'est plus en état aujourd'hui de pouvoir exister avec toutes les conneries qu'il a faites. Donc un sacré mélange, un sacré boui-boui. Ça se lit sur toutes les plateforme, hein, tous les journaux l'ont repris, que ce soit Le Point, que ce soit même Le Point qui a Le Point qui a tourné ça. Il y a quelque chose qui tourne avec YouTube et tout ça. Et si vous tapez la suite, voilà, vous avez pourquoi les musulmans et les arabes craignent qu'Éric Zemmour devienne président. Son père était Edgar Zemmour, figure du grand banditisme, voilà. Donc voilà, dans la popularité, on est autour d'un personnage qui a fréquenté ce monde de la voyoucratie, et c'est important de le dire parce qu'il n'est pas tout seul en fait dans ce lot-là. La famille Le Pen aussi est née avec des mains tachées de sang, puisque quand il y avait le père Jean-Marie, il aimait bien étrangler les personnes. Donc il y a eu des procès qui n'ont jamais abouti à des choses. Malheureusement à des peines, puisque on mérite des peines quand on fait des actions comme ça, mais la justice protège en fait ce monde-là, et ce qui est bien triste, c'est que ce monde-là protège à la fois le monde des voyous et des politiciens et blanchit à chaque fois ces personnages-là, alors que nous, si on fait une bêtise quelconque, on prend tout de suite du ferme, même si c'est que 3 mois, ça reste 3 mois de placard. Donc voilà, je voulais éclairer vos lanternes un petit peu autour de tout ça. On va se faire une petite pause musicale et puis on va continuer à bavarder sur la Wanted Radio dans le 17-19 bien entendu. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Come on, y'all. Veste noire, caisse noire, haut noir, four noir, tige de bleu. Et du shit magique dans un catmatique. Astic, et je te paye un bonnet de plus en plastique. Et reviens me faire El Jefe quand tu auras la théorie et la pratique. Que du shoot star chez Maniki pour monter sur des teutés, faut la Libye. Airbnb 30 avant midi, c'est mieux qu'être une star du R&B. Je t'aime bien mais tant pis. Tu fais le choix, on fait le choix, assume. On revient pas sur ce qu'on dit. Lundi, midi, minuit, y'a le menu. Hey, virement, play safe. C'est jamais la cata, j'avais déjà le sourire quand j'étais en gada. Métaux des balcons, on prend le haut du classement et on prend ta zarga. À minuit, l'heure des ennuis. J'fais la nuit, j'fais la danse des bandits. La miss que Stangy, j'ai mis la petite veste en jean. Avec Magadji dans le huracan, tout l'été vers Cannes. J'laisse 10 bouteilles sur la table, j'vais sur le 11, bruncha. J'fais la nuit, j'fais la danse des bandits. La miss que Stangy, j'ai mis la petite veste en jean. Elle a accroché sur le GTS, elle veut le dernier Birkin Hermès. Elle va me laisser en PLS, en promenade en t-shirt LS. Ça redonne Urus Venatus, on fait hella sur le fil d'actu. Dans un 5 étoiles en bubu ou dans un bar vers le parc Bellevue. Fais Bellex, ça salue, pour un joint ou pour un parlu. La frappe à Yoda sous la lune, j'fume trop, je vois des allures. Là j'viens de planter le golf vite, ils m'ont sauté le malus. Cigare et un plateau d'huile, on dirait que j'suis à Honolulu. J'fais la nuit, j'fais la danse des bandits. La miss que Stangy, j'ai mis la petite veste en jean. Avec Magadji dans le huracan, tout l'été vers Cannes. J'laisse 10 bouteilles sur la table, j'vais sur le 11, bruncha. J'fais la nuit, j'fais la danse des bandits. La miss que Stangy, j'ai mis la petite veste en jean. Avec Magadji dans le huracan, tout l'été vers Cannes. J'laisse 10 bouteilles sur la table, j'vais sur le 11, bruncha. J'fais la nuit, j'fais la danse des bandits. La miss que Stangy, j'ai mis la petite veste en jean. Avec Magadji dans le huracan, tout l'été vers Cannes. J'laisse 10 bouteilles sur la table, j'vais sur le 11, bruncha.
C'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Et on va partir sur un sujet, c'est le sujet des sous-marins quand même. On va quand même partir là-dessus un petit peu, c'est quand même important, puisque on n'est pas pour la militarisation de la société, bien entendu, mais quand même, il y a une parodie en fait, c'est-à-dire qu'on a un ancien ministre de l'économie, qui est devenu président, Macron, qui n'est pas capable de vendre des sous-marins. Donc il y en a pour 54 millions et milliards, pardon, c'est vrai que ça se compte en milliards. Et c'était un projet qui permettait à la ville de Cherbourg de pouvoir ressusciter, puisque la ville de Cherbourg est complètement à la ramasse au niveau de l'emploi. Donc il y avait des créations d'emplois possibles. Il y a des Australiens qui sont venus en France s'installer pour suivre les travaux et travailler sur ces projets-là. Et ça s'arrête. Les Américains disent stop et tout le monde se tait. Et il n'y a pas forcément de réaction. Ils se sont téléphonés cet après-midi, Macron et Biden, et ils ont décidé de lancer un processus de consultation approfondie. Ça veut dire quoi ça ? Des consultations entre alliés sur les questions d'intérêt stratégique auraient permis d'éviter cette situation. Donc c'est un problème, bien entendu, de consultation, de discussion. Mais est-ce que tu ne penses pas plutôt, par exemple, que soit toi, Scooby ou Gwen, que les Américains ont fait du protectionnisme et que Biden, Trump, au final, à ce niveau-là, ça ne change pas grand-chose? Ouais, je pense que ça change pas grand-chose, que ce soit au niveau des démocrates ou des républicains. Je pense qu'ils sont dans du protectionnisme, défendre leurs intérêts à eux, de toute façon. Ah oui, chaque pays défend ses intérêts. Les États-Unis ont toujours sévèrement défendu l'intérêt de leur pays d'abord. Puis on oublie que les États-Unis et l'Australie sont quand même des groupes amis, des pays amis depuis longue date. Je ne savais même pas qu'on était en négociation, nous en France, avec l'Australie, et qu'on avait un potentiel pour négocier avec eux en fait. Moi je savais pas non plus, mais je pense que ça s'est fait de façon secrète, c'est pour ça qu'on l'a pas su. Donc on a un peu les infos qui tombent au compte-gouttes là derrière sur les écrans d'information continue. Donc bon, ça papote sur les trahisons, mais est-ce qu'on peut appeler ça une trahison en fait? Est-ce que c'est pas plutôt de l'incompétence tout simplement au niveau de l'État? Parce que si on se rappelle à l'époque de Alstom qui a été vendu à General Motors aux Américains, on se les fait carotte comme ça, comme si en claquant des doigts. Je pense qu'il y avait des intérêts financiers derrière. Ils avaient les moyens de se faire beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'ils l'ont vendu à Alstom. Mais en plus, Alstom, c'est tout ce qui est la fabrication de trains. Les trams, c'est Alstom. Donc, c'est vachement important comme entreprise. Donc, voilà. Ouais, donc en fait, on se fait manger en permanence sur nos industries. Ça coûte aussi. Bien sûr. On l'a vu avec Ford récemment. Ford qui a fermé récemment et l'État qui n'a rien fait. Ford a touché des aides, l'État n'a pas attaqué Ford en justice pour récupérer les aides, donc on le voit, à chaque fois c'est pareil. Après, d'après ce qu'ont dit les Australiens, qui devaient acheter ces sous-marins, ils ont dit que le marché était mal fait, que la France ne tenait pas ses délais déjà. Et apparemment, même au niveau qualité, ça allait pas. Alors, c'est peut-être aussi une histoire commerciale où ils ont estimé que la France ne tenait pas le contrat en fait. Donc moi, c'est ça que j'ai compris à un moment donné. Alors, est-ce qu'ils ont dit ça pour s'excuser les Australiens, pour se donner une excuse? Je suis pas certaine. Ça se trouve le contrat était plus intéressant avec les Américains et c'est un droit. Et normalement, on est un libéralisme soi-disant. Donc la base du libéralisme, c'est d'avoir le choix de ses partenaires. Donc là, je trouve que c'est très malvenu pour un gros libéral comme Macron qui nous fait du fascisme par rapport à cette dictature-là, c'est par rapport à cette philosophie-là qu'on est en dictature, que là ils viennent se plaindre parce qu'en fait l'Australie a choisi de changer de fournisseur finalement. Ah ben là, on peut dire que l'ambassadeur de France retournera à Washington pour reprendre ses fonctions d'ambassadeur. Oui, donc, ils n'avaient pas rapatrié sur un claquement de doigts tous les ambassadeurs liés à cette affaire-là. Donc on est bien entendu sur du copinage, on se tait et on courbe les chines face à un contrat qui n'a pas été validé. Donc ben voilà, on va se faire une petite pause musicale et puis après on va papoter un petit peu de tout. On va revenir avec Carmen pour voir où c'est que ça se passe pour pouvoir apprendre le flamenco et tous les combien de week-ends ça se fait. On va peut-être aussi aborder les prochaines manifestations, Gwen, si t'en as en tête, voir un peu ce qui va se passer ce week-end et puis voilà.
sur Wanted Radio. Le hip-hop, c'est non-stop. Journaliste. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eye. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. You could have asked me why I broke your heart. You could have told me that you fell apart. But you walked past me like I wasn't there, and just pretended like you didn't care. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. Take me back, 'cause I wanna stay. Save your tears for another. Save your tears for another day. Save your tears for another day. So I made you think that I would always stay. I said some things that I should never say. Yeah, I broke your heart like someone did to mine. And now you won't love me for a second time. I don't know why I run away. Oh girl, I make you cry when I run away. Girl, take me back, 'cause I wanna stay. Save your tears for another. I realize that I'm much too late, and you deserve someone better. Save your tears for another day. Save your tears for another day. I'll make you cry when I run away. Save your tears for another day. Ooh, girl, I said save your tears for another day. Tears for another day. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Et ouais, on est de retour sur le 17-19 et on a omis tout à l'heure de parler des détails croustillants de Bagatelle. Donc, je laisse le micro à Gwen pour nous expliquer ce qu'il a appris. Alors j'ai appris plusieurs choses. Déjà, j'ai appris que Bagatelle. Alors Bagatelle, en fait, c'est une fondation. En fait, c'est une maison de santé protestante qui est privée sur Talence. Et j'ai appris que Bagatelle, en fait, s'est retrouvé en cessation de paiement il y a quelques années. Et c'est un établissement qui est encore en difficulté. Je le sais de sources sûres. Et il faut noter aussi que, donc je l'avais expliqué dans une dernière émission, dans une autre émission, au moment où il y a eu les arbres qui ont été arrachés, que le maire de Bègles qui a voté pour la délibération, en fait, il faut savoir que c'est dans le cadre du projet Baya. Le projet Baya, en fait, c'est le regroupement, enfin le démantèlement de l'hôpital des armées Robert Piquet, qui se trouve à Villeneuve-d'Ornon et qui fait 55 hectares.
qui va se faire démanteler, et il y a une délibération Aussi au profit de Bagatelle. au profit de Bagatelle, voilà, pour enrichir Bagatelle qui est en difficulté. Bagatelle va retrouver dans ce projet, va avoir dans ce projet de l'argent public et ce qu'ils ont vendu à Cogedim. En fait, il faut savoir qu'il y a eu des arbres centenaires qui ont été abattus au mois de juin, qui étaient classés qui ont été déclassés en 2016 pour faire le projet Baya. Donc à noter aussi que je suis désolé, je bug un petit peu, qu'il y a eu la délibération en 2019 pour passer outre ce projet, que la commissaire enquêtrice a rendu un avis défavorable au projet, mais que les élus de Bordeaux Métropole sont passés outre. Et on a le maire de Bègles, Clément Puech-Roussignol, on peut le citer, on en parlait tout à l'heure, qui est un membre de son équipe, de sa majorité, qui est DRH à Bagatelle. Et donc Clément Puech-Roussignol a voté pour le démantèlement de Robert Piquet. Donc là, il y a vraiment un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts. Et puis il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a la ministre des Armées aussi, qui a son neveu, qui est praticien à Bagatelle. Donc la ministre des Armées n'est pas neutre non plus à tout ça. Donc on se retrouve avec un Robert Piquet qui est en train de se faire démanteler, qui fait 55 hectares avec... pour un établissement comme Bagatelle qui fait 7 hectares. Donc on va perdre beaucoup, on va perdre plein de spécialités. À Robert Piquet, il y a la fièvre jaune. Il y a l'héliport aussi. Il n'y a pas longtemps, il y a eu encore un transfert de patients. C'est-à-dire qu'il y a le SAMU qui s'est posé à Robert Piquet et qui a permis de pouvoir transférer des patients. Donc il y a la réanimation aussi qui va disparaître. Enfin, tout va disparaître au profit de Bagatelle. Bagatelle qui est une fondation mais qui fera du dépassement d'honoraires. Nous n'avons aucune garantie que ce sera pas avec du dépassement d'honoraires. On va perdre également les urgences dentaires. Les urgences dentaires, c'est fini d'ailleurs. À noter que c'est fini. Voilà. C'est fini. Et il reste aujourd'hui sur le site de Robert Piquet qu'un seul dentiste. Aujourd'hui, monsieur Fronti. Ouais, parce qu'ils étaient quand même experts dans le domaine dentaire. Oui. Ils sont aussi spécialistes dans le domaine des yeux, puisque généralement les opérations pour les cataractes là-bas se passaient extrêmement bien. Oui. Donc on est quand même sur... Il y avait un service de biologie qui traitait les virus de type Corona, quand même, qui va disparaître. Oui. Aussi. Donc c'est-à-dire qu'on supprime aussi des compétences médicales dans un département qui a quand même des besoins pour ses citoyens et ses citoyennes. Surtout que le projet a changé plusieurs fois. Mais là, c'est vraiment pour enrichir Bagatelle. En fait, ils sauvent Bagatelle. Mais ils ont aussi la mutualiste, parce qu'en fait les trois sont ensemble. Si tu pouvais pas aller si Robert Piquet était trop chargé aux urgences, tu allais soit à la mutualiste ou à Bagatelle. Alors la mutualiste, c'est les mutuelles qui prennent en charge, donc tu payes pas. Mais quand j'avais eu mon problème de santé d'arc électrique là, je m'étais retrouvé à la mutualiste et ils disaient tous mais de toute façon à l'avenir ça sera Bagatelle, et même à la mutualiste les salariés partaient à Bagatelle en fait. Ouais, non, mais c'est du privé. Et puis on a plein de services ultra performants. Par exemple, le bâtiment de la réanimation, il date de 2001, donc ça fait à peine 20 ans. Ouais. Et on va perdre tout ça au profit de Bagatelle qui est vachement plus petit. C'est-à-dire que les gens vont pas pouvoir se soigner, ça va être très compliqué. Par exemple, pour vous donner un exemple, à Robert Piquet, le parking, quand vous allez à l'hôpital, est gratuit. À Bagatelle, il est payant. Donc, et il y aura tous les travaux des immeubles qui vont être construits dans le cadre de Cogedim. Donc on va se retrouver avec la route de Toulouse qui va être encore plus défigurée. Il y a eu les nappes phréatiques qui ont été attaquées. Enfin, ça pose des problèmes très très graves, alors que le projet aurait pas dû se faire. La commissaire enquêtrice a quand même été très très claire en disant que l'intérêt général n'était pas au rendez-vous du projet Baya, et on a des élus qui sont passés outre tout ça. Mais c'est une catastrophe parce qu'on était déjà en surchauffe au niveau des hôpitaux sur la métropole. Il faut savoir qu'il y a un autre projet extrêmement délétère, c'est la fermeture des urgences sur Saint-André également, qui est prévu d'ici 2-3 ans. Donc on va se retrouver sans service d'urgence sur Bordeaux Centre. Enfin, c'est extrêmement grave ce qui se passe. Donc je pense qu'il faut continuer quand même, malgré tout, alors qu'ils ont déjà signé le projet, qu'il est très avancé, il faut continuer à se battre. Et aussi pour le parc qui est autour de l'hôpital. Qui fait 55 hectares précisément. Qui est un arboré
Tétarum, tu vois. Voilà. Je connaissais pas le terme, mais en fait c'est plus qu'une forêt, c'est que vraiment il y a des arbres avec des qui ont des vertus quoi dans ce parc. Donc il faut continuer à se battre et je pense que la lutte va être relancée assez rapidement. Hein, on attend parce que c'est pas possible qu'on perde un hôpital après une crise de Covid d'1 an et demi. C'est quand même très révélateur que Macron savait déjà que les hôpitaux étaient en difficulté il avait fait partir des médecins parce qu'il avait enlevé des moyens. Non seulement ça, donc il a pas renforcé les hôpitaux après la crise du Covid, enfin on est toujours dedans, mais en plus il a supprimé des lits. Et là on va perdre une centaine de lits sur l'hôpital Robert Piquet. Et à noter aussi que pendant la crise Covid, qui c'est qui a ouvert 3 unités Covid? Robert Piquet, qui a permis d'accueillir des patients du Grand Est. Donc c'est un projet qui est ni plus ni moins financier, ni plus ni moins pour sauver le soldat Bagatelle. C'est ce qu'on... Ouais, et puis il y a quand même besoin d'une réelle répartition des services publics hospitaliers à l'échelle du département, puisque sinon en dehors de Pellegrin on n'a que du privé au final, donc on paye des honoraires excessivement chers pour se soigner. Et tu es mal soigné des fois, parce que j'ai eu des exemples d'une personne qui a été très mal soignée au Tondu. Tondu, c'est du dépassement d'honoraires. Elle avait un hématome, ils l'ont pas vu quoi. Donc ça pose question aussi des conditions de travail aussi, parce que je sais qu'il y a les 4 pavillons qui étaient en grève il y a pas très très longtemps. Et puis il y a les pompiers qui ont attendu quand même pratiquement 6 heures aux urgences que l'un de leurs patients soit pris en charge par les 4 pavillons. Parce que les 4 pavillons, c'est affreux ce qui se passe, parce que les 4 pavillons c'est le même groupe que la clinique Nord, le Tondu, machin, etc. C'est le même qui tient charge. Qui a déménagé à Florac. Ouais, voilà, donc c'est quand même une problématique à ce niveau-là où en fait il y a un bonhomme sur la région bordelaise qui a 7 cliniques en fait. Donc ça pose quand même un problème d'accès public à la santé, et que c'est un droit pour tous d'avoir une santé digne de ce nom. On a nos amis de la santé un droit pour tous qui nous le disent régulièrement et qui sont des lanceurs d'alerte à ce sujet-là. Donc faut garder l'hôpital public quand même, hein. C'est là-bas où on se fait soigner, hein. Mais malheureusement le projet avance, donc je pense qu'il va falloir lutter jusqu'au bout. Alors ça a pris du retard, mais ils veulent quand même le faire passer en force quoi, malgré tout quoi. Donc faudra suivre cette lutte. Et il y a aussi à noter aussi les services sur le nucléaire aussi. Oui, il y a des services comme ça de décontamination. Ça veut dire que si on a un problème avec la centrale du Blaye qui est pas très loin, on est très très mal là, dans cette histoire quoi. Et oui, on dénigre le peuple, le citoyen, en supprimant des lits d'hôpitaux, en insultant les soignants, en leur obligeant à avoir le pass sanitaire pour pouvoir travailler. Donc ils se font virer. Déjà que les cliniques où les hôpitaux sont à saturation, ça va pas s'améliorer pour la suite. Je voudrais saluer aussi tout le personnel aussi qui travaille à Robert Piquet, qui font un travail magnifique et qui vont se retrouver sans emploi aussi. Il y a au moins 400 personnes qui vont se retrouver sans emploi avec cette fusion, qui vont se retrouver et qui ne seront pas reclassés à Bagatelle. Donc je voudrais leur passer un message. Eh bien, on va se faire une pause musicale et ensuite on va prendre 5 minutes pour se dire au revoir dans ce 17-19 mouvementé de rentrée où on a pu parler un peu de tout, on a pu échanger, et c'est toujours un plaisir de pouvoir bavarder sur l'actualité, la politique, le social. Je te rappelle qu'à 19h tu as les Girondins de Bordeaux qui vont jouer contre Montpellier aussi, pour info. C'est le petit côté sport de la soirée. Et je pense qu'on va gagner. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. How low can you go? C'est une exclusivité Wanted Radio. Puisque la vie n'est remplie que de tarba, quelques ces jeunes en bas des blocs qui sont complexes, se croient au-dessus des lois. On nous insulte, on nous parle mal. Je combats le mal par le mal, man. J'ai mes menottes, j'ai ma magline. J'ai mon pétard, j'ai mon pare-balles. Pas de distinction pour moi qui soit Renoir, Batou, rebeu. Moi j'exerce ma fonction, état d'urgence ou couvre-feu. N'oublie jamais en soi que la justice c'est nous les bleus. Trouble fait légitime, défense, j'hésite pas, j'ouvre le feu. Ce soir l'atmosphère est pas. 2-3 signalements dans le pipeline. Le suspect veut éviter le contrôle, accélère le pavé, esquiver les blabla.
Il dit à mes collègues, faites chier, je suis pépère là, je chill. Me parlez pas comme si j'étais un petit. Sur moi j'ai que chi, j'ai même pas un bouchi. Il bombe le torse, il attrape son bras, le tord. Putain on est les forces de l'ordre. Qui va obéir au sort de force. Le temps monte là chez moi, bande de porc, ça nec, les insultes fusent. Puis nos regards se croisent dans ses yeux, je peux lire littéralement. Toi t'es qu'un fils de pute. Un torrent de haine, et s'ensuit une pluie de coups. Mes collègues le traînent sur le sol. Je bouge pas, je suis debout. J'ai le regard vide, mon âme c'est comme si elle était à vendre. Son pull est plein de sang, je sais même plus de quelle couleur il était avant. Sa gueule dans la rue, à tout va, y'a du monde, y'a des petits jeunes. L'individu a 2 coups de matraque, d'avoir son bleu inscrit sur un t-shirt. On dégaine les armes sur le groupe, un geste dissuade si jamais il bouge. Demain y'aura des noirs aux 20h, ça sera pas pour amener une coupe. Une partie de moi joue les Sankara. L'autre me dit pourquoi t'as fait ta kaira. Encore un peu, putain ça canard. Ça va trop loin, parti sakana. Des sueurs et du sang et des larmes, il respire, hamdoullah. Les collègues me répètent que je suis fou là, aide-nous Essuie, insultez-moi là. Tout ça pour poignée de dollars. D'autorité on abuse. Pour quelques dollars de plus. Pour quelques dollars de plus. Pour quelques dollars de plus. Violence, délinquance, dollars. Tout ça pour poignée de dollars. Crois pas que tout ça nous amuse. C'est quelques dollars de plus. Pour quelques dollars de plus. Pour quelques dollars de plus. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Non, mais... Ah bah si, vous avez un guet-apens de 100 barbares qui prend, qui offre oui, il faut que la police puisse. La police américaine aurait tiré à balles réelles pour bien. Sur vous, donc, mais sur toi, monte sur toi, vendu. Un défense individuel, on va dire un défense individuel. T'es de leur côté, t'as pas l'école. La police est-elle raciste? C'est une question récurrente. Est-ce que c'est une vraie question pour vous? Je vais vous parler vraiment avec la plus grande des franchises. La police française n'est pas raciste. C'est pas des gens comme ça. Même, je me refuse de croire que des policiers peuvent être d'accord avec des gens comme ça, en fait. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Et ouais, c'est la fin de cette émission. Il est 18h45. On va revoir avec Armel Housset qu'on peut aller danser le flamenco une fois ou deux par mois du côté du 17. Un week-end par mois. Un week-end par mois du côté de la rue de Candale au 17. 17 rue de Candale, c'est à la Victoire. Au studio Rythme et compagnie, ça s'appelle. Eh bien, je te remercie, Scooby. J'espère que cette émission vivante t'a bien plu. Oui, ça m'a bien plu, oui. Je suis content de ce style d'émission aussi. Sandra, comment ça se passe alors? On se revalide mercredi dans 2 semaines? Si tu veux, surtout que j'ai une amie qui voudrait venir parler justement des problématiques des arbres sur la métropole. Avec plaisir, on fera ça. Et Gwen, c'est pareil, hein, on verra comment on s'organisera. Il faut qu'on fasse tourner un petit peu au niveau du micro, mais tu es aussi le bienvenu à la Wanted Radio pour bavarder. Merci à toi et à bientôt. Eh bien, vas-y, Carmen. Je voulais dire que le flamenco est une alternative intéressante pour les gens qui font pas de sport, même pour les sportifs, parce que ça fait travailler les bras, les jambes et la tête. Voilà. D'accord. Et il n'y a pas d'âge pour commencer. Voilà. Ok, à 19h, il y a Flirt avec Jean-Claude sur wantedradio.fr. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour cette émission. Et on se retrouve quand? Alors, du coup, dans 15 jours, le 6 octobre. 15 jours, le 6, ouais. Voilà, à 17h, en direct. Tu comptes plus vite que moi. Ouais, je vais préparer mon coup. Je savais qu'il fallait que je le dise. Il est en forme, le Scooby, attention. Hein. Voilà. Allez, restez connectés sur wantedradio.fr. À très bientôt. Bonne soirée. Changez pas de radio. Bonsoir à tous. Wanted Radio, non-stop,
sur le hip-hop. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. How low can you go?